Sans doute avez-vous pris connaissance de ce sondage publié ce matin dans le Figaro, sondage réalisé par Odoxa pour le Figaro et nos confrères de France Info. Qui serait le meilleur président pour les Républicains? Vous voyez, selon qu'on est de droite ou pas, on n'a pas forcément le même avis. Les Français, dans leur ensemble, préfèrent Xavier Bertrand, même si c'est dans un mouchoir de poche avec Nicolas Sarkozy et François Baroin, alors que les sympathisants de droite, eux, mettent le tiercé dans un autre ordre, 1 Baroin, 2 Sarkozy, 3 Bertrand. Avant de vous demander qui serait pour vous le meilleur président, je vous propose d'écouter le portrait robot du poste dressé par Aurélien Pradier. Il est député LR du Lot. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être capable de nous remettre au travail. L'urgence, c'est celle des idées, pas celle du leader. Les têtes, c'est une chose. Il faut pas c'est le projet. Véritablement, il faut que nous changions de logiciel de pensée. Notre urgence, c'est de se remettre au travail sur le fond, pas sur la forme. Aurélien Pradier qui était tout à l'heure chez notre ami Yves Tréhard dans le Talk. Est-ce que vous avez un candidat, Olivier Ravanello, pour diriger les Républicains? Une banalité, un signe, je suis comme les Français, je préfère Xavier Bertrand. À titre personnel et pour ce parti. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la droite a besoin de retrouver un courant traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a la droite libérale, centre-droit que Macron a siphonné, il y a la droite souverainiste traditionnelle, et puis au milieu, il y a cette droite gaulliste, et celui qui, de mon point de vue, incarne le mieux cette droite gaulliste aujourd'hui, c'est Xavier Bertrand, le plus à même d'avoir un discours... C'est pas forcément une sensibilité sociale, c'est être capable de reposer les problématiques de manière non démagogique, c'est-à-dire sur la place de l'État, sur la place de la loi, et non pas forcément de l'ordre, ce qui n'est pas la même chose de mon point de vue, et je pense que Bertrand fait la différence, d'être capable aussi d'incarner une droite moderne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se projette sur l'avenir, c'est quelqu'un qui, sur l'économie numérique par exemple, a beaucoup de choses à dire et a envie de faire beaucoup de choses, et qui n'est pas dans une approche de l'économie qui est plus crispée et plus frileuse. Et je pense que la droite mérite d'avoir quelqu'un qui soit à la fois quelqu'un d'articulé, d'équilibré, de dialectique et de moderne. Guillaume Bernard, qui est votre candidat? Je suis obligé d'en choisir un. Ah non, vous faites ce que vous voulez. Vous savez, sincèrement, on dit ce qu'on pense. Bon, ici. Écoutez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Je crois que LR, comme le PS depuis 2017, LR à partir de 2019, est en train de s'évaporer et que par conséquent, les deux grands partis politiques qui ont gouverné sous la Ve République sont en train de disparaître. Ça ne veut absolument pas dire, contrairement à ce que l'on pourrait penser, que l'espace politique de la droite conservatrice est disparue. Je crois qu'elle pèse beaucoup plus que les 8,5 que François-Xavier Bellamy a fait aux européennes. Mais en revanche, la recomposition du spectre politique me paraît inéluctable, étant donné notamment la position centrale d'Emmanuel Macron, qui réussit à capter les modérés de droite et de gauche, les libéraux et les sociodémocrates, je dirais, tièdes. Et donc, par conséquent, franchement, la question de savoir qui va prendre la direction de LR me paraît être une question d'un temps court, parce qu'à terme, la droite, dans son ensemble, avec le Rassemblement national, sera obligée de se recomposer, de se réorganiser différemment. Adrien Matou, quel est le portrait robot du bon candidat, à votre avis, pour les Républicains? Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Aurélien Pradier tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que, alors comme Guillaume Bernard, je n'ai pas de candidat idéal, parce que je pense que la question centrale est celle des idées. On se rappelle souvent, la politique, c'est les idées incarnées par des hommes, ou les femmes. Évidemment, mais on se rappelle de ce que disait André Malraux sur le gaullisme. Il disait que c'était le métro à 6h du soir. Le problème de LR aujourd'hui, c'est que c'est plutôt le train qui part à la Baule pour le week-end. C'est ça le problème, c'est que la base sociologique, c'est vraiment... la Baule, j'espère. Rien de particulier, mais la base sociologique de LR, c'est vraiment rétréci. Et le pire pour les Républicains, c'est que la fonction qu'il avait prise dans les années 80 de... défense des intérêts de la bourgeoisie et plutôt des classes aisées de la société, a été prise en grande partie par Emmanuel Macron. Pendant que dans ce temps-là, les classes populaires qui étaient favorables au gaullisme sont largement parties vers le Rassemblement national. Donc honnêtement, si on regarde les trois candidats là, qui sont en tête de ce sondage, Xavier Bertrand, alors certes, il y a peut-être une sensibilité sociale, mais il ne me paraît pas très éloigné du macronisme idéologiquement. Sarkozy, qui avait réussi à faire cette alliance entre la classe populaire et la bourgeoisie, il est pour beaucoup de gens le symbole des compromissions de la droite au pouvoir. Et François Baroin, on ne sait pas vraiment quel est son socle idéologique. Donc
j'ai vraiment pas de réponse et c'est vrai que ça paraît un petit peu daté ce débat entre 3 personnes dont l'idéologie n'est pas très affirmée. Il y en a une quatrième d'ailleurs, mais qui arrive un peu derrière, qui est Valérie Pécresse. Comment expliquez-vous qu'elle soit un peu distancée ? Alors je pense que son image a été altérée par ses nombreux revirements. On a l'impression qu'elle a quand même beaucoup suivi plus de la tactique que sur les idées. Après, justement sur son idéologie, elle me paraît vraiment très proche d'Emmanuel Macron pour le coup. Et je pense que le fait qu'elle ne prenne pas la direction de En Marche est pour le coup davantage dicté par des questions d'ambition personnelle que par la cohérence idéologique. Parce que si elle était cohérente idéologiquement, elle serait déjà à En Marche. Voilà, petit exercice de promotion, d'auto-promotion au passage. Si vous voulez mieux comprendre la cohérence de Valérie Pécresse, rendez-vous dimanche à midi dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. C'est à vous, Arnaud Benedetti, de vous dire si vous avez un candidat qui vous paraît le mieux placé. Non, j'en ai strictement aucun, mais je pense que le fond du problème, tout le monde l'a dit autour de cette table, c'est la question à la fois du logiciel politique et la question de la sociologie. Le problème, c'est que quelle est la place aujourd'hui de la marque républicain, alors que l'espace politique, finalement, de la droite libérale, de la droite centriste, de la droite orléaniste est préempté par Emmanuel Macron, qui est, à mon avis, aujourd'hui le meilleur représentant de cette sensibilité politique, et puis un espace politique que je qualifierais de néo-souverainiste, parce que c'est celui, finalement, du Rassemblement national aujourd'hui, qui est un parti en pleine mutation de ce point de vue-là au niveau de son corpus politique et qui occupe en tout cas cet espace politique qui était l'espace politique qui avait été créé, on s'entend, par Seguin et Pasqua. Alors avec certes encore une connotation identitaire, mais on voit bien que le Rassemblement national est en train d'évoluer. Quelle est la place aujourd'hui pour un parti de droite entre ces deux grands morceaux ? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est la question de la sociologie. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les classes populaires ne votent plus d'ailleurs pour les formations de gouvernement, quelles qu'elles soient, pour l'ancien Parti socialiste, qui a depuis très longtemps, sous l'effet de la pensée Terra Nova, abandonné les classes populaires, ne vote certainement pas pour Emmanuel Macron et les marcheurs, et ne vote plus pour les Républicains, ou ne vote que très peu pour les Républicains. Donc le défi d'ailleurs que s'était posé Laurent Wauquiez, souvenez-vous, quand il a pris la tête des Républicains, c'était d'aller à la reconquête des classes populaires et des classes moyennes. Manifestement, il a échoué. Aujourd'hui, moi, je suis assez pessimiste sur l'évolution de l'offre politique des Républicains. Je ne vois pas, sauf à trouver une solution qui soit une solution de synthèse miraculeuse, la façon dont ils peuvent avoir un produit politique différencié par rapport à ces deux offres politiques, à la fois sur leur gauche et sur leur droite. Bernard, pas d'accord ? Si, il me semble qu'il y a un point qui n'a toujours pas été réglé au sein de la droite modérée. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse avait été l'une de celles qui avait, je dirais, attisé le feu. C'est la question de savoir qu'est-ce qui explique la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Et je crois que c'est le nœud du problème. Nicolas Sarkozy avait réussi à siphonner le Front National par un discours, par une campagne de 2007 qui avait réussi à associer conservateurs et populistes. Il a échoué en 2012 parce qu'il y avait un décalage trop important entre son discours, la campagne de 2007 et celle de 2012, et la réalité de son action politique. Et donc, par conséquent, tant que, je dirais, les gens des Républicains n'auront pas pris, je dirais, conscience de cela, je crains malheureusement qu'ils soient dans des combinaisons politiques plus que dans des choix doctrinaux. D'ailleurs, la liste de Bellamy a eu, je dirais, cette difficulté d'avoir un ténor, un chef de file qui était supposé incarner la France conservatrice, mais qui avait par derrière tout un ensemble de candidats qui montraient qu'il n'y avait aucune homogénéité. Et c'est ça que les électeurs ont sanctionné, soit en s'abstenant, soit quand ils sont libéraux, en allant voter Macron, soit tout simplement lorsqu'ils sont souverainistes en allant vers le Rassemblement national. Donc je crois que sincèrement, c'est la quadrature du cercle. Il me semble que ce que pose ce débat en creux, c'est la pérennité d'En Marche. Et c'est ça qui continue de moi m'interroger. D'En Marche, pas des Républicains. Non, d'En Marche. Si En Marche est une structure politique qui est capable de durer, évidemment qu'il y a une recomposition du jeu. Vous avez une gauche, vous avez un centre et vous avez une droite, et cette droite, elle penchera plus du côté du Rassemblement national. Mais la question qui continue, moi, de m'interroger, c'est de savoir si En Marche est capable d'être pérenne. Lorsque l'on voit que cette élection européenne n'a pu être sauvée par l'Élysée que parce que le président s'est impliqué, et qu'au fond, il a fait la démonstration qu'il était le seul à être capable de gagner une élection 2 ans après avoir été élu, parce qu'autour de lui, rien ne pousse à l'ombre des grands arbres, ça
ça continue de m'interroger. Est-ce que dans 5 ans, il sera réélu? S'il n'est pas réélu, moi j'ai le sentiment que Macron est l'héritier de VGE. Que Macron est l'héritier de VGE, idéologiquement et même en termes de personnalité. Jamais Macron ne sera leader d'une opposition sur les bancs de l'Assemblée pour essayer de regagner un mandat qu'il aurait pu perdre. Donc s'il est pas réélu, il sortira du jeu politique et tout va être recomposé. Donc en fait, tout ce débat-là, je trouve, moi je le ramène à 3 choses, les 3 droites, et je pense que même si elle occupe un espace plus faible, cette droite gaullienne a toujours un avenir, et au fond, de savoir si cet espace va se rouvrir à la faveur ou non du maintien en marche. Enfin, le problème, c'est qu'elle est plus gaulienne. C'est la grosse difficulté de cette droite-là. Mais moi, je pense, là où je vous rejoins en effet, c'est que Emmanuel Macron, dont on peut penser que finalement cette non-défaite constitue un formidable succès politique, va se heurter quand même à une difficulté qui est la difficulté de sa jambe gauche. Parce que quand même, n'oublions jamais que Emmanuel Macron a commencé sa longue marche, si je puis dire, à partir du centre-gauche. Et ce que laisse apparaître finalement le scrutin du 26 mai, c'est une transformation en profondeur de l'électorat macronien qui a bénéficié quand même d'un transfert assez important, on le voit dans un certain nombre de zones, de la droite plutôt filloniste qui est allée voter et porter secours à Emmanuel Macron. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, lui aussi, à un moment donné, il a brûlé ses vaisseaux à gauche. Donc il a aussi, il faut quand même bien le voir, une zone de chalandise qui n'est pas aussi large que cela puisse paraître au premier abord au résultat de ce scrutin. La pérennité de l'REM, c'est le vampirisme, c'est réussir à capter les élus locaux, ou pas d'ailleurs, on verra bien, les élus locaux pour avoir une base dans le tissu social et dans les collectivités territoriales. Nos internautes ont l'air un petit peu agacés par les difficultés des Républicains. Ils sont pénibles avec leur culte du chef, dit Sich. Alors, Sich a raison, mais n'empêche qu'ils n'ont plus de président. Il faut bien qu'ils s'en trouvent un quand même, sans doute, à moins de faire de l'autogestion. Et puis, citoyens, ça commence à bien faire avec LR. On va attendre les obsèques des Républicains. Encore combien de temps? Point d'interrogation. Et puis Babineau, qui n'est guère plus positif malgré sa popularité. Sarkozy a perdu sa légitimité, affirme-t-il, pour être prétendant à diriger un parti qui n'a pas d'avenir. Et Babineau ajoute: la question de la succession de Wauquiez est secondaire. Il faut d'abord faire le bon diagnostic. Pécresse l'a dit.